Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Merci d'être avec nous, chers amis. Michel, réveillez-vous! Michel! Non, mais il est persuadé que je dors. Mais non, je réfléchis. Mon Michel Chevalet, vous êtes en train de dormir. Vous n'êtes pas réveillé, je le vois bien. Regardez-moi dans les yeux, là. Vous n'êtes pas réveillé, Michel. Vous avez fait la fête hier soir. Non, c'est plus à mon âge maintenant. Oh, bon, oui, c'est ça. C'est fini. Vous êtes un coquin. Ah, il paraît, oui. Ah, c'est pour ça que je vous invite. Merci d'être là, Michel Chevalet. C'est un grand plaisir, mon cher, c'est un grand plaisir. Comment ça marche? Oui, c'est une longue histoire. En fait, ce que les gens ne savent pas, bon, j'ai créé cela, si vous voulez, ce gimmick, mais en fait, on l'a créé avec Laurent Gérard. Mais oui, qui d'ailleurs vous reprend aussi quand il vous imite. Laurent Gérard, oui, c'est mon attaché de presse, finalement. Alors, généralement, Laurent, le matin, quand il parle de moi, alors Michel Chevalet, comment ça marche? Alors, tout le monde se marre parce que ça va être quelque chose qui va être sous la ligne de flottaison. Vous voyez, oui, généralement là. En dessous de la ceinture. Oui, alors en fait, on l'a créé, il y avait un gars là, vous savez, on remet des trophées. Oui. C'était, je crois, en Tunisie, on avait pris une caravelle, enfin, vous n'avez pas connu ça, pourri, qui tombait en panne. Oui. On était arrivé, c'était Jacques Martin qui animait ces trophées. Et on est arrivé à minuit, donc à minuit on a eu le couscous, la danse du ventre, le tour des chameaux, enfin le truc classique. Bref, à 3h du matin, il y a la remise des trophées, et à la fin, il y avait, moi j'étais une table, il y avait Virginie Lemoine et Laurent Gérard qui étaient ensemble. Je les connaissais, mais par les médias, c'est tout, je ne connaissais pas. Et puis, et tout le monde, il y a des bruits de fourchette, tout le monde avec une hâte, c'est d'aller se coucher, et puis... Ils font leur numéro sur scène, évidemment un beat complet parce que les gens en avaient marre. Et Laurent s'assoit puis il dit à Virginie, c'est foutu, ça marchera jamais. Je vais faire autre chose. Et alors je remonte le moral. Je dis mais non. T'inquiète pas. Ouais. Mais là puis il me dit mais attendez, vous dites tout le temps comment ça marche. J'en ai pas pris confiance. Et là, il m'a dit, est-ce que je peux le mettre dans mes sketchs? J'ai dit, Laurent, avec grand plaisir. Ah ouais, ça a fait bouger. Voilà comment ça a démarré. D'accord. Et ça a démarré sur Europe 1, après sur RTL, chez Drucker. Ouais. Et c'est parti partout. Et voilà. Et maintenant, on vous pose cette question quand on vous croise dans la rue, je suis sûr. Des fois, oui. Ouais. Des fois. Et vous répondez quoi quand je suis monsieur, comment ça marche? Alors, pour la petite histoire, avec Laurent, je lui dis, vu mon âge, je lui dis, je partirai avant toi. Donc, c'est toi qui vas t'occuper de ce qui a marqué sur la tombe. Et sur la tombe, tu marqueras « Sigis celui qui sait enfin comment ça marche ». Génial, on adore. Michel, vous me faites rire. On va pas parler des choses très tristes. On va commencer par votre portrait. Allez, c'est parti, Michel, on y va. Portrait de Michel Chevalet. Alors, Michel, évidemment, quand on parle de Michel Chevalet, on parle, comme on le disait tout à l'heure, de comment ça marche. Mais moi, je voudrais vous parler peut-être de Mécano. Ça vous dit quelque chose? Oui. J'étais un fanat de Mécano. Eh oui, c'est donc le jeu qu'on a tous eu quand on était petit. Si vous voulez, c'était le jeu, je voudrais dire, intelligent de construction. Bah ouais. Il n'y avait pas le Lego après la guerre. Avec des petits boulons. Mais en fait, c'est super vieux ce jeu-là. C'était vraiment du mécano, de la mécanique. Et j'ai trouvé que c'était intelligent. Moi, je rêvais d'être ingénieur. Je voulais bâtir, je voulais construire. Et donc, j'ai eu des boîtes de mécano de plus en plus grandes. Mais ce que vous ne savez pas dans le mécano, c'est que j'avais été le conseiller de Claude Allègre, qui était un grand géologue et qui a été ministre de l'Éducation nationale. Et donc on est restés très amis. Et de temps en temps, il passait à mon bureau à Boulogne et puis il disait, t'as pas une idée? J'ai dit, si, tu vois, j'étais prof à ce moment-là. J'ai dit, on va remettre le mécano à l'école, dans les petites classes. Pourquoi? Parce que ça va leur apprendre le sens de la mécanique, la praxis, le goût de la construction et libre cours à l'imagination. C'est ça qui permet avec le mécano. C'est-à-dire qu'avec des tiges, des plaques, des boulons... On peut construire n'importe quoi. Et des roues, on peut faire n'importe quoi. Exactement. Il y a des modèles imposés, on apprend, et puis après, libre cours à l'imagination. Et donc, on l'a fait. C'était fait à Boulogne, dans une maternelle. Ça a très bien marché. Et on a dit, on va commencer à généraliser cela. Malheureusement... ça s'est arrêté. C'est marrant, vous parlez... Avec Claude Allègre. Oui, vous parlez de votre période prof. Ça a été dans votre vie important. Ça a duré combien de temps? Genre 9 ans. 9 ans. 9 ans. Aujourd'hui, vous pourriez encore être professeur? Dans les conditions actuelles, aujourd'hui, non. Pour quelle raison, Michel Chevalet? Parce que tout a changé. Les rapports de force, je voudrais dire, ont changé. Tout d'abord, l'estime qu'ont les élèves vis-à-vis de leurs profs. Moi, j'étais un grand respect, fasciné par ces gens qui savaient. Oui, bien sûr. Qui m'apprenaient. Et vos élèves étaient fascinés par vous aussi? J'ai essayé, si vous voulez, toujours de les intéresser. Je vais vous citer un exemple. La vie fait que des fois, je rencontre
Des gens dans la rue, oui. Dans la rue, dans le marché. Ouais. Une dame qui est une grand-mère, évidemment. Oui. Évidemment. Voilà. Et qui me dit « Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, mais vous avez été mon prof de maths. » Ah, bah oui. Ah, bah vous savez, moi, je ne sais pas ce que vous racontiez, ça ne m'intéressait pas. Mais il y a une chose, j'aimais bien aller dans vos cours parce qu'on se marrait et parce que vous mettiez des shadows dans vos démonstrations. Et oui. Attendez, entre nous. C'est marrant. C'est vrai que les programmes sont emmerdants, ouais. pas intéressants. Oui, on leur fait apprendre des choses qui sont, à mon avis, inutiles. Ouais. Inutiles. Il faut balayer, il faut rajeunir tout ça. Mais il faut d'abord les intéresser. On ne rend passionnantes les choses pour lesquelles on est soi-même passionné. Or, à la mode, c'était les shadocks. Et donc, dans des démonstrations, je faisais un cercle à la main, et puis je mettais un shadok dessus. Je dis, attendez, on va le mettre en réserve parce qu'il va travailler. Parce qu'après, il va mettre, on va tracer une diagonale, voilà, etc. Et les mômes les adolescents se souviennent de ça. Et ça les accroche. Ah ouais, c'est un petit moyen qui leur a permis aussi de mettre un beau souvenir sur ces cours que vous avez passés ensemble. Alors avant de vous lancer dans l'apprentissage concernant vos élèves, cher Michel Chevalet, eh bien, il a bien fallu vous mettre au monde. Hein. Maman s'appelle comment et papa s'appelle comment? Qui sont les deux heureux parents de Michel Chevalet? Oh papa, c'était Marcel. Marcel. Un monsieur très bien, qui avait fait la guerre de 14, qui était à Verdun, qui était blessé, etc. Et ma mère, qui est morte d'ailleurs pas très longtemps, à 101 ans. 101 ans, maman. Donc ça me laisse encore de l'espoir, vous voyez bien ce que je veux dire, Michel. Je lis dans vos yeux. Pas du tout. Pas du tout. Et Émilienne. D'accord. Elle faisait quoi, maman? Maman au foyer? Maman, oui, au foyer, 4 enfants. Ouais. 4 enfants, et elle était vendeuse, ce qui était la grande Samaritaine à l'époque. Voilà, et papa était comptable, il faisait de la comptabilité dans les fonds de commerce et d'entreprise. Cher Michel, est-ce que les gens vous parlent plus du Club Dorothée aujourd'hui, ou alors de votre période CNews, ou alors de votre période où vous étiez TF1, période TF1. Alors, c'est marrant ça. Ouais, il y a 3 choses en fait. Ils me parlent, ça dépend. Ça dépend les âges, ce qu'ils ont vécu. Alors il y a Club Science Dorothée. D'accord. C'est vrai. Les gens qui ont dit mais moi, je suçais mon pouce et puis je vous regardais à la télé chez Dorothée. Et puis je me souvenais avec des maquettes. Voilà. Ça, c'est Club Science. Et j'avoue qu'on a été des pionniers à lancer les premières émissions pour la jeunesse. Ça n'existait pas avant. On a été pionniers. La deuxième, c'est j'ai présenté et conçu, on y reviendra, le premier bulletin météo dans le journal télévisé et même un magazine entièrement oui, et qui est Météo Première qu'on peut retrouver sur l'INA, où on démontait, bien avant ce que fait la 2 maintenant, complètement tous les mécanismes du côté scientifique de la météo. Et donc, comme j'ai présenté la météo pendant 2 ans, aux 13h et aux 20h, donc c'est mes manches. Les gens, ils m'appelaient des fois Monsieur Météo. Ça, c'est un peu passé oublié maintenant. D'accord. Et puis après, il y a évidemment la grande période TF1 où j'ai développé l'information scientifique à la télévision. Et pour rendre ça passionnant, j'utilisais des maquettes. Alors, on vous en parlera tout à l'heure, cher Michel Chevalet. Alors, c'est marrant parce que nous, on s'amuse, quand on fait cette émission, à aller taper votre nom et votre prénom pour voir ce que ça donne sur Internet, si les gens cherchent des choses particulières. À votre avis, qu'est-ce que cherchent les gens sur vous, Michel? Peut-être ce que j'ai fait, ma carrière, je pense. On regarde ensemble, et vous allez découvrir avec moi. Moi, jamais je l'ai fait. On l'a fait pour vous. Bon. Michel Chevalet, jeune. Michel Chevalet, épouse. Michel Chevalet, âge. Michel Chevalet, comment ça marche. Le fiston. Les enfants. Club Dorothée. Michel Chevalet, YouTube. Michel Chevalet, compagne, ça revient. Et puis évidemment, le Wikipédia, parce que souvent, les gens aiment bien regarder le parcours d'une personnalité. D'ailleurs, j'ai une petite photo de vous quand vous étiez tout au début de votre, on va dire, mi-jeunesse, après la jeunesse, mi-adulte. Regardez cette photo, ça va vous rappeler des souvenirs, cher Michel. Et vous allez m'en donner des nouvelles. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, avec Josiane Chevalet, mon épouse, qui était la seule épouse. Exactement, 60 ans, mon cher. 60 ans, de vie commune, voilà. Oui, là, on enregistrait, c'était l'émission, on faisait l'émission pour la jeunesse, on a fait une émission à côté de Club Science, on a fait La Petite Science,
C'était une émission sur TF1. Voilà. Alors, on va revenir à Josiane dans un instant. Et j'ai une autre photo à vous montrer. C'est la photo d'un homme que vous avez rencontré dans le train pour une cause bien particulière. Et ça va nous permettre d'aller sur la rubrique de la santé, chers amis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Regardez la photo et vous allez comprendre de quoi je parle. Vous êtes prêt, Michel? Alors, c'est parti. Oui, celle-là. Il s'appelle Fabrice Lucchini. Et pourquoi vous étiez ensemble dans le train? C'est tout simple. Il n'y a qu'à lire sur ce qui est marqué. En fait, je fais partie de la Fondation du Rhin. Un bénévolant pour la promotion de l'information pour les maladies rénales. Bon, je n'ai pas de maladie rénale. Et il y avait un congrès à Marseille. Et a pris le train, s'est trouvé dans le train, Fabrice Lucchini. La rencontre a dû être épique. Oui. Alors, vous le connaissez. Oui. Alors, on a sympathisé. Il est vraiment comme ça dans la vie. C'est le même. Complètement fou. Et très brillant. La preuve, c'est que là on s'est posé, parce qu'avant, il a foutu le bordel dans le train. Ah bon? Ah bah oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce qu'il a fait, il ne tient pas en place. Et là, comme il y avait le contrôleur qui l'avait reconnu, monsieur Lucchini, il a dit, attendez, moi je vais faire vos annonces, je ne vais pas le faire. Je vais raconter les annonces. Il a pris le micro du chef de bord, chef de train, si vous voulez, et il a fait les annonces. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Fabrice, qui vous souhaite la bienvenue à bord de ce TGV. Nous allons atteindre Marseille, si Dieu le permet, en 2 heures et 53 minutes, etc. Et voilà, et il a fait et à plusieurs reprises, il faisait les annonces. Il a pris la casquette, là vous ne l'avez pas, mais il a pris la casquette du chef de train. Ça, c'est Fabrice. C'est merveilleux. Fabrice Lucchini. Vous êtes resté copain. Les gens étaient contents. Hein. Ah bah oui, c'est normal. Vous êtes resté copain depuis... Oui, parce que je vais le voir. Moi, je suis un groupie. Ouais. Et quand il fait des représentations, je vais le voir et on évoque un certain nombre de souvenirs. Et lui aussi, je pense, est certainement fasciné par la science. Alors, c'est intéressant parce que vous avez eu des soucis, si je ne me trompe pas, quand vous étiez jeune, de rein, c'est bien ça? Moi, j'ai vu que vous aviez été dialysé. Oui, j'étais l'un des plus jeunes dialysés, je crois le plus jeune en France, à 10 ans. 10 ans 49. Ouais. Il y avait beaucoup de cochonneries qui traînaient dans l'air après la guerre. Il y avait les sulfamides, il n'y avait pas encore les antibiotiques. D'accord. Et je me suis trouvé avec une poussée de staphylocoque doré, grosse saloperie, ça rigole pas, qui donnait des furoncles. Ah ouais, d'accord. Des furoncles. Et ça traînait. Et puis, j'ai commencé à avoir de la fièvre, ça n'allait pas. Vous savez, le médecin de quartier, on était en grande banlieue. Et tout était désorganisé en 1949, il y a 5 ans après la guerre. Et donc, le médecin dit, il est pas bien, mais ça va s'améliorer. Et puis, ça n'allait pas. Et puis, on en appelle un autre. L'autre part en vacances. Ouais. Et puis, il y en a un, là, tout de suite, un jeune interne, qui dit oui, mais alors je vomissais, j'avais des vertiges, j'étais à la mort. Oui, bien sûr. Et il dit il a fait une analyse d'urine. Les parents disent non. Bon, allez, va pisser. Il dit un mot, moi j'avais 10 ans, va pisser. Impossible. Exactement. Ouais, les reins étaient bloqués. Et ça fait combien de temps? Et là, il dit vite. Et donc, trousseau. Trouver quelqu'un une voiture, il n'y avait pas de voiture à l'époque, il y avait des chevaux encore. Hôpital Trousseau, où là je suis arrivé dans le coma urémique, donc c'était foutu. Et le seul moyen d'attendre, en fait, les reins se bloquaient par inflammation pendant 8-10 jours. Il faut gagner 8-10 jours. Mais là, vous intoxiquez, parce que oui, bien sûr, vous ne tirez pas, c'est fondamental. Vous pouvez tenir 2, 3, 4 jours, mais pas au-delà. Une solide constitution, j'ai tenu. Et donc, on m'a fait une dialyse péritonéale. C'est-à-dire qu'on se sert du péritoine, qui enveloppe l'intestin, comme d'une membrane filtrante. D'accord, ok. Et donc, on vous perce 2 trous avec des trocars, on met 2 tuyaux. Un tuyau arrive du sérum physiologique. Ah, c'est une horreur. L'autre tuyau sort le sérum physiologique qui a épuré l'urée et l'albumine, passe dans une énorme machine à laver, qui était énorme, qui occupait toute la pièce à l'époque. Aujourd'hui, c'est une petite valise, les dialyses. Et ça m'a permis de faire baisser le taux d'urée. Et je suis sorti du coma. Et le coma urémique, c'est terrible. Je me souviens très bien de tout ce qu'il disait. Vous entendez, mais vous ne voyez pas. Incroyable. C'est caractéristique du coma urémique. Et donc, je me souviens, avec ton môme, ça me frappait. Il disait, tu es sûr qu'il va tenir, et le cœur ne va pas lâcher. Enfin, des choses comme ça. Il faudrait peut-être appeler... Donc, on entend dans le coma. Oui. Il faudrait peut-être appeler le curé. Oh, bah merde, le curé, c'est pas bon signe. Vous avez 10 ans. Bon. Et donc,
je renais à la vie parce que le taux d'urée baisse, mais 2 jours après, je repars dans le coma. Et là, on dit, il faut gagner du temps, exsanguino-transfusion. C'est-à-dire qu'on m'a vidé de mon sang pour m'en remettre. Mais alors, c'était à l'époque. Aujourd'hui, conditions d'asepsie. Une catastrophe. Dans la salle, allongé sur le billard, avec une couverture, parce que vous avez très froid, il y a le donneur qui est à côté de vous. Non, mais et directement, hop, et ça rentrait dans l'artère fémorale. Mais le donneur, c'est-à-dire on avait fait un appel, le maire avait fait un appel, des donneurs de sang. Mais il y a les banques de sang, mon cher, 49. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est vrai que j'oublie, parce que moi, je pensais que c'était des poches. Oui. Aujourd'hui, vos reins vont bien ? Ah bon, on a fait tous les bilans, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas eu besoin d'une greffe ? Non, ils sont mis en route. D'accord. C'est tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai été contacté par l'association au ministère qui m'a dit, voilà, on fait la fondation du rein, ce serait bien que tu sois au conseil d'administration. Voilà. Vous avez eu d'autres pépins de santé, Non. Michel Chevalet ? Tout ce qui est les cancers, les maladies graves, vous y avez échappé toute votre vie ? Ça vous surprend ? Non, pas du tout. Oui, non, c'est vrai. Mais non, mais pas du tout. Mais non, je vous souhaite rien du tout. Non, j'ai les petits problèmes d'un œil, la cataracte. Oui, d'accord. Mais je veux dire, vous n'avez rien eu de grave. Fondamentalement, non. Vous avez commencé super dur et après, tout nickel. Parce que vous avez quel âge ? Allez. Je peux le dire ou pas ? Oh oui, allez-y. Beau mec, Michel. 84 ans. Ouais. Beau garçon, le Michel. Merci. Ouais, c'est vrai, franchement. Ça vous fait peur ou pas ? C'est des gènes. Moi, je dirais le facteur gène joue beaucoup. Mon père est mort à 96 ans ou 17 ans. Et maman, ma mère à 101 ans. Ouais, donc, si j'ai hérité des gènes, je ferais centenaire, quoi. Allez, on va parler maintenant d'autres sujets qui intéressent nos téléspectateurs. Chers amis, vous avez tapé sur Internet Michel Chevalet, fils. Évidemment, votre fils importe aux gens qui nous regardent. Il y a aussi évidemment l'épouse. Alors on peut commencer par Josiane, qu'on a vu tout à l'heure. On va lui faire un petit clin d'œil qui nous regarde de là-haut. Josiane, ça a duré combien de temps avec elle ? Longtemps, je me crois. Je me trompe pas. Il veut tout savoir. Oui, non, mais vous êtes restés longtemps ensemble. Je n'ai eu, c'est clair, tout simple. Ma vie est simple. J'ai eu qu'une seule épouse. 60 années. Voilà. Comme ça, c'est réglé. 60 ans. C'est incroyable. Vous l'avez perdu il n'y a pas très très longtemps, en fait. Oui, il y a 2 ans. 2 ans, oui. Suite ce qu'on appelait, 12 euphémismes, une longue maladie. Ouais. Vous l'apprenez Elle vous le dit aussitôt ? Elle s'en rend compte ou c'est vous qui vous en rendez compte ? Oui, non, c'était le médecin lui avait dit aussi. Non, c'est de ce côté-là, les gens qui prennent leurs responsabilités en disant, voilà la situation, vous êtes atteinte d'un cancer, des ovaires, c'est très grave. Dans l'état, c'est détecté très tard. Ouais. Voilà, donc on va faire une intervention chirurgicale d'urgence, etc. Donc elle a bien encaissé mais après, au bout de 5 ans, finalement, des complications sont apparues autres que le cancer. Et ça a été la spirale descendante. Voilà. Pour vous, je pense que c'est le moment le plus difficile de votre vie. Vous avez, ce qu'il y a, si vous voulez, il y a dans la vie, moi je dis, des choses qui ne sont pas transmissibles. Vous avez beau lu des livres, rencontré des gens, des gens qui vous ont raconté l'agonie d'un des proches, etc. Bon, mais quand vous êtes face à personne comme vous, et que vous en discutez posément, à ton avis, j'en ai encore pour combien de temps ? Est-ce que je vais souffrir ? Oui, bien sûr. Voilà. Ça, ça a été fait, c'est ça, je trouve formidable. Elle a assumé, elle le savait, en toute transparence. Bon, mais il faut être présent, il faut aller jusqu'au bout. Avant de partir, vous a dit quoi, votre femme, Michel ? Elle vous a parlé de certaines choses avant de partir ? Non. Est-ce que, par exemple, elle vous a dit, c'est une question peut-être un peu brutale, mais est-ce qu'elle vous a donné le droit de refaire votre vie ? Est-ce qu'elle vous a dit, si tu retrouves quelqu'un, ça ne me dérange pas ? Là, vous voyez, il y a une ligne rouge, il ne faut pas la franchir. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, là, c'est ma vie privée. C'est votre vie privée ? Non, voilà. Elle a été très courageuse, elle l'a assumé, elle le savait, et à la fin, à l'hôpital, j'avoue, ils ont fait ça intelligemment, c'est-à-dire, pour éviter que les gens souffrent, on les endort, d'accord. Tout doucement, donc ça s'est étalé sur 3 jours. D'accord. Donc à la fin, elle dormait. D'accord. Donc elle est morte dans le sommeil, si vous voulez. Ok. Donc ça a été fait, j'avoue, très, très intelligemment et avec délicatesse. Voilà.
Mais c'est la vie. Moi, je ne suis pas le seul. Bien sûr. Vous avez réussi à faire le deuil de cette femme Oui, mais bien sûr. Moi, je n'ai pas refait ma vie. Bon, puis à mon âge. D'accord, ok. Oui, bien sûr. Ouais. Non. Mais c'est des choses qu'on s'interdit, pardonnez-moi, mais c'est forcément les questions qu'on se pose parce que on ne s'arrête pas de vivre aussi parce que quelqu'un part. Ah ben, je dis, vous savez, la vie, moi, je compare ça à un chemin de fer. On est dans le train. Ouais. Et dans un train, il y a des gens qui montent, qui descendent, vous les croisez. Nous, on s'est croisés dans un couloir. Ça a démarré dans un couloir de CNews. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est ça qui est formidable. Puis après, les gens redescendent, ou on ne les revoit pas. Et puis, à un moment, on descend sur le quai. Et là, on dit, attention, il faut vite que je remonte dans le train partira, mais je resterai tout seul sur le quai et ça sera fini. Il n'y en aura pas d'autre. Alors, né de cette union, un fils, il s'appelle Fabrice. Et évidemment, Fabrice, c'est l'amour de votre vie. Oui, j'ai 2 fils. J'ai 2 fils, Christophe et Fabrice. Fabrice, vous avez fait un livre qui s'appelle Tout bascule. Quand tout bascule, pardon. Parce que le pauvre Fabrice, lui aussi, la vie ne l'a pas épargné. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Voilà. On a beau faire une belle carrière, on est comme les autres. Bien sûr, il nous arrive des trucs pas cool. On en prend plein la gueule. Bien sûr. Non, c'est une horreur. Il a été écrasé entre 2 camions sur l'autoroute. Il était dans la restauration. Et le bilan, c'est qu'il est aveugle et paralysé à vie. Voilà. Ça s'est produit en 2001. Et j'assume. Mais vous en prenez plein la gueule. Là, franchement, vous êtes KO pendant 1 an. Ça vous a mis KO technique, ouais. Oui, j'étais encore à TF1. C'était la fin de TF1. Mais ça fonctionne, le cerveau ne fonctionne pas normalement. Ouais. Vous vous souvenez comment on vous l'apprend, que votre fils a eu un accident? Moi, j'étais aux États-Unis avec Josiane. On allait souvent, on avait une maison qu'on partageait aux États-Unis. Et c'est mon autre fils qui me dit, rentre vite, Fabrice est mort, il a été écrasé par un camion. C'est tout ce qu'il m'a dit, il a laissé un message. Voilà, c'était terrible. Voilà, là, j'ai été le récupérer, 1 mois et demi de coma. Des opérations. Et là, il a été à Marly, un centre pour aveugles, parce que vous voyez, le bonhomme est aveugle, il recommence à marcher. Et j'allais le voir le soir en quittant TF1 à Marly, le faire manger, m'occuper de lui. Il y a eu un procès ? Alors, il y a eu un procès, c'est pour ça que j'en ai fait un livre. J'avais fait une émission avec de la Villardière aussi sur le scandale des accidents de la route, où les gens sont à mon avis, souvent des criminels. On tue ou on fout en l'air une vie. Lui, sa vie est foutue. C'est une vie. Vous savez, quand il y a un accident très grave comme ça, toutes les structures sociales, familiales explosent. Plus rien ne tient. Plus rien. Il n'y a plus d'échelle de valeur. Bon, il faut assumer. Il vous dit quoi, votre fils ? Comment ? Vous occupez toujours de lui aujourd'hui ? Oui, ce matin, je suis passé le voir. Je prends des fois le café avec lui, on discute. Oui, il est dans le noir. Il me dit, c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que je participe à un certain nombre d'événements, et notamment, je suis disons, au conseil d'administration des chiens guides pour aveugles. Voilà, bénévolement, je les aide par ma présence, par mes conseils, etc. Voilà. Donc il vous dit qu'il est dans le noir, quoi. Voilà. C'est ça qui est terrible quand vous avez c'est votre fils qui est là, et on dit, ça va mon kiki, tu vas bien ce matin, t'as plus mal à ton bras, etc. Le truc de la vie. Il dit, oui, mais j'en ai marre, je suis encore dans le noir. Terrible. Depuis 2001, il avait un fils qui avait 1 an, il ne l'a jamais revu. Il ne sait pas comment son fils qui a 24 ans, il me dit comment il est, tu me le décris. Vous voyez, c'est des trucs tout simples de la vie. Tout con, bien sûr. Comment il est habillé, qu'est-ce qu'il fait. Oui, mais vous êtes complètement isolé. Vous en voulez à... Oui, à celui qui l'a écrasé. Il faut pardonner ou pas, Michel Chevalet ? Non, moi je pardonne pas. Parce que c'est la connerie humaine, c'est tout. Il en est où, ce chauffard, là, il est où aujourd'hui ? Non, il y a 2 choses. Il y a celui qui l'a écrasé, parce qu'il dormait au volant. Il n'a pas freiné. Vous savez, il y a un ralentissement sur l'autoroute. Les camions qui roulent à 5 mètres derrière vous à 80 à l'heure. Vous voyez que c'est intelligent.
Ah oui, il a tapé sa voiture et il a encastré sa voiture sous l'autre camion qui était devant. Boum. Et il est resté prisonnier pendant 2 heures. L'horreur. Vous lui avez il parlé. a survécu. Vous lui avez parlé à ce monsieur? Ah bah, au tribunal, oui. Vous lui avez dit quoi, Michel? Il n'a même pas eu un regard pour mon fils. Pour dire, bah, j'ai foutu en l'air la vie. Et une famille aussi, une famille complètement. Mais lui, il revendiquait, son avocat, oui, mais mon client, il a besoin de son permis de conduire, il ne faut pas lui supprimer. Enfin, attendez, la vie d'une personne, il faut plus que ça. Il part avec quoi, au final, ce monsieur? Il écopera de quoi? Il écope de quoi, au final, Michel Chevalet? Il a eu 3 mois de prison avec sursis, puis 600 € d'amende. D'accord. C'est pas cher, hein, c'est pas cher payer une vie. Et pendant ce temps-là... Alors vous découvrez, enfin, à la fois la compétence d'un certain nombre de juges, qui ne connaissent pas du tout, parce que ça dure 5 minutes. Hein. Affaire suivante, bon, toc. Mais surtout, vous découvrez des choses totalement aberrantes. C'est-à-dire que vous êtes là, votre fils en fauteuil roulant, c'est son avenir que l'on joue. Et on dit, bon, alors, le rapport médical, qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors, un bras, ça vaut tant, un œil, ça vaut tant, il est aveugle, 2 yeux, ça vaut tant, il est paralysé de ce côté-là, une jambe, ça vaut tant. Bon, et ben le montant de l'indemnité est fixé à tant. Quelle horreur! Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Mais oui, c'est ça la réalité. Ouais. Et il y a des gens qui continuent à faire les cons, comme vous êtes sur la route, qui slaloment, qui prennent des risques, qui sont dans des situations à risque, quand ils savent les conséquences que ça a, mon Dieu. Évidemment. À chaque fois, beaucoup d'émotions quand vous parlez de votre fiston, évidemment, Michel Chevalet. Ah ben ça vous remue un bonhomme, hein. Ça vous a bousillé une partie de votre vie? Ah mais non, c'est pas bousillé, ça m'a... Non. J'étais KO pendant 1 an, mais ça m'a ouvert... Je vivais beaucoup pour mon métier, évidemment, vous imaginez bien, mais ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses beaucoup plus importantes dans la vie. Ouais, dans la vie. Il y a 2 chevalets. Il y en a un avant l'accident et un après. Et un après, voilà. Il y a une partie de vous qui est partie quand même avec cet accident. Bien sûr. On va revenir sur les années Dorothée dans un instant, chers amis, avec une musique que vous connaissez tous et toutes. Ce sera juste après la pub, évidemment, c'est celle de Club Science. Club Science qu'on a très bien connu grâce à vous, les années TF1, cher Michel Chevalet, ça vous dit quelque chose? Attention. C'était le générique. Et oui, ça vous revient? C'était il y a quelques années, Michel. On se retrouve dans une poignée de secondes, évidemment. Et on reviendra sur cette rumeur, comme quoi vous conversez toujours avec Dorothée. Ne me dites pas si c'est vrai. J'en dis pas plus. Mais après la pub, je pense que vous allez avoir des surprises, chers amis. Restez bien avec nous, on revient dans un instant. Allez, à tout de suite avec Michel Chevalet. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, attention, vous êtes prêts? Ça va décoller dans 5, 4... Ah, mais je... Il est prêt, lui. C'est la musique de Club Science, évidemment, avec le décompte en américain. Et puis, cette fameuse émission dans laquelle on vous a connu, Monsieur Michel Chevalet. Merci d'être avec nous sur C8. Si vous venez de nous rejoindre tous et toutes, chers amis, c'est un réel plaisir de vous voir. On parlait d'une rumeur comme quoi vous seriez toujours en contact avec Dorothée depuis toutes ces années. Est-ce que c'est vrai, Michel Chevalet? Oui, on ne s'est pas perdu de vue. Enfin, la vie fait que séparer, les carrières sont différentes. Quand Club Science s'est arrêté, c'est-à-dire que, en fait, l'ère Dorothée sur TF1, TF1 a mis fin à la collaboration avec AB Productions, Club Science, s'est arrêté. Mais moi, j'étais détaché, si vous voulez, j'étais le chef... Alors, c'était une émission à part. Voilà, j'étais chef du service scientifique de TF1, j'avais une solide équipe, une des plus importantes d'Europe, on avait monté. Et puis, c'est Azoulay qui m'avait dit, ça serait bien... je connaissais Dorothée parce qu'elle était speakerine. Donc, je s'est croisé dans les couloirs. Et je la voyais de temps en temps à l'antenne, et je ne pensais pas faire ça. Et puis, c'est venu, et Dorothée, on discute chez Azoulay, qui me dit « Ah ça serait bien que tu viennes nous raconter des histoires de science. » Voilà comment c'est venu. Et bien là, on a fait Club Science, et avec une partie de l'équipe de TF1. Est-ce qu'elle comprenait tout, Dorothée? Ou des fois, elle ne comprenait pas ce que vous disiez, Michel? Ah non. Des fois, c'était un peu... ça montait haut quand même, hein? J'ai regardé quelques vidéos. Non, mais j'utilisais beaucoup les maquettes. Oui. Non. Dorothée n'était pas passionnée par la science, mais elle aimait, par exemple, je l'ai emmenée à Kourou, en Guyane. Je l'ai emmenée aussi à Tchernobyl.
parce que c'était important pour leur être faire fou. comprendre la réalité. Vous voyez, on essayait, dans tous les moyens, on a peu de moyens, de sortir du studio. Et moi, c'est une grande amie, et c'est-à-dire qu'une confiance complète. Aujourd'hui, j'adore. Quand est-ce que vous l'avez eu au téléphone la dernière fois, par exemple? Alors, on s'est eu parce qu'il y avait une émission à TF1, vous savez... La chanson secrète? Voilà, la chanson secrète. Oui. Et donc, on avait rassemblé un certain nombre de collaborateurs, dont il y avait Jackie, etc. Ah oui, j'ai même une photo, et je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous y étiez ou pas? J'étais. D'accord, ok, parce que je ne vous ai pas vu sur la photo. Donc voilà, ça c'est une des photos. Il y a Bernard Minet, il y a Bernard, Jackie, voilà. Dorothée, et puis c'est ce monsieur-là, c'est le médecin, c'est bien ça? Oui, mais... Le vétérinaire, pardon? C'était celui qui faisait Klein, le docteur Klein. Docteur Klein, Et oui, qui a 102 ou 103 ans aujourd'hui, je crois. 102, 103, oui, combien? 102 ou 103 ans, non? Ah, mais c'est énorme. Non, mais je crois que je ne me trompe pas, c'est ça. Ah non, faites-le venir. Enfin, c'est un personnage. On va le faire venir, oui, bien sûr. Oui, elle était. C'est l'une des photos. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Dorothée, quand elle vous a au téléphone? Si vous voulez, c'est de vieux amis, de vieux copains. On se raconte des morceaux de notre vie. On n'a pas la nostalgie, parce qu'on pense qu'on a fait notre boulot. Ouais. Et elle, surtout. Mais elle vous parle, par exemple, de l'actualité, de tout ce qui se passe en France? C'est des choses qui... Oui, et puis surtout, toujours, elle m'interroge sur les problèmes, disons, scientifiques. J'ai vu, tu as parlé de ça. Sur CNews? Voilà, ah oui, d'accord. Voilà, c'est marrant, ça. Oui. Vous savez qu'elle avait été elle s'est mariée en secret. Vous étiez au courant de ça? Je vous l'apprends. C'est bien. Il faut venir dans cette émission pour apprendre. C'est Jackie qui l'a dit. Jackie, oui, mais il a fait une bourde, en fait. À chaque fois, je le redis, moi. Donc je relance la machine. Vous ne saviez pas? Vous en faites une deuxième. Mais vous ne l'avez pas dit? Non. Ah, d'accord. Oui, elle s'est mariée. Oui. Mais ça a été très secret, apparemment. Oui. Ah non, c'est Jackie qui l'a dit. C'est pas moi. Je fais juste de répéter. Je vais l'appeler ce soir. Puis je lui ai dit dis donc, t'aurais pu m'envoyer un faire-part. Oui. J'ai fait une énorme connerie encore, c'est pas grave, je vais me faire défoncer. Comment dire, Michel, c'est une vraie amitié avec Dorothée, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait la revoir encore pour une spéciale, à votre avis, ou c'est totalement sorti de sa tête pour vous? Je crois, il faut faire très attention. Je crois qu'il y a une époque pour tout. Ouais. Et quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, je crois, rien n'est plus terrible que celui qui va se cramponner ou qui va être comme sur le Titanic, sur la passerelle, et va couler avec. Non. On parlait tout à l'heure de la terrible histoire que votre fils a eue parce qu'il s'est fait faucher par un camion et il en garde des séquelles très dures aujourd'hui car il ne voit plus. Enfin, il a un fort handicap. Les amis sont là en général quand ça va mal. Est-ce que Dorothée, elle, a été importante pour vous quand votre fils a eu son accident? Michel Chevalet. Non, j'ai bien fait, toujours, c'était très étanche, si vous voulez, dans toute ma carrière, entre ma vie d'homme, et ma vie professionnelle. D'accord, ok. Non. Donc vous avez oui, vous savez, c'est la rare fois où, je crois que c'est chez vous, où je prends le temps d'expliquer. J'en avais fait une émission de télé, j'en ai fait un livre. D'accord, ok. Mais sinon, c'était resté secret. Voilà. C'est pour moi, c'est mon jardin secret. D'accord. Ça ne regarde. Enfin, c'est lui et moi, enfin ma famille et moi. Oui, mais parce que comme c'est une amie, je pensais que vous lui aviez dit. Donc, non, elle le sait, elle était au courant, mais non. Ok, c'est resté très. Hélène Rollès. Mais enfin, vous avez fait une bourde, quoi. Le quoi? Ah non, pas du tout. Non, mais après, je sais pas, je vous l'a pas dit, hein. Ça vous fera un sujet de discussion ce soir. Hélène Rollès, c'est pareil, vous l'avez très bien connue. Je l'ai côtoyée, oui, je l'ai côtoyée, mais je travaillais vraiment, je participais à l'émission avec Dorothée, Hélène était là, on se croisait, si vous voulez, on se croisait. Ouais, c'était... Et puis, il y a un autre monsieur aussi qui a compté, évidemment, dans le milieu de la télé, et qu'on a reçu ici, c'est Jean-Claude Bourret. Qui, comme vous, plein d'idées très particulières. Alors, en l'occurrence, c'est sur les ovnis, lui. Mais c'est intéressant, parce que vous, c'est les fusées, lui, c'est les ovnis, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Sauf que mes fusées n'ont jamais rencontré d'ovnis. Voilà. Exactement. Mais vous y croyez ou pas du tout à ça? Parce que lui, il y croit totalement. Alors, ce qui me choque, je salue mon grand copain, parce qu'on est très amis, bien qu'on ait divergences là-dessus, mais... ce qui me choque, c'est qu'on emploie le terme « est-ce que vous y croyez ?» Il ne faut pas que ce soit un problème de croyance. Non. Le problème, il est « est-ce qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, c'est-à-dire les satellites, les mégatélescopes, de gens, est-ce que l'on a la preuve qu'il y a une vie extraterrestre ?» La réponse, c'est non, actuellement. Actuellement. Ça va énerver Jean-Claude Bourret. Actuellement, non. Il n'y a pas de preuve scientifique.
Mais alors, du coup, vous en parlez tous les deux de ça ou pas? Oui. C'est bien on se respecte mutuellement l'autre, parce que moi, c'est un bon copain. Ouais. Mais là-dessus, vous lui dites quoi? Oui, c'est bien, on est complémentaires. Mais vous lui dites quoi, alors, à Jean-Claude? Non, tu déconnes. Voilà, là, tu as le plafond de verre, mon cher Jean-Claude. Tu étais convaincu, c'est ça? Voilà. J'ai dit, attends, on se calme. C'est trop drôle. Pour le moment, rien ne permet de dire qu'il y a une vie extraterrestre. Point final. Mais attention, quand vous voyez la taille de l'univers, le nombre de milliards de galaxies, voilà. Alors, Michel Chevalet, c'est aussi la météo, chers amis. On l'a connu notamment avec Météo Première. Et vous avez engagé Evelyne Delia. Voilà, à la fin, oui. Alors, en fait, l'histoire est venue. Moi, j'étais passionné par la météo elle-même. Parce que c'est très scientifique, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas les grenouilles, hein. C'est très, très, très scientifique. Et il faut les plus gros ordinateurs de la planète pour pouvoir voir le temps, tellement c'est complexe. Et donc, il y avait des tentatives, et on utilisait, à l'époque, les prévisionnistes de ce qui est devenu Météo France. Bon, c'était eux qui venaient. Et ils étaient tous barbus, d'ailleurs. C'est marrant, on les appelait les barbus. Oui. C'était des copains. Et à un moment, je me suis dit, mais... je dois être capable d'expliquer, de vulgariser ça. C'était pas les maîtres... ils faisaient bien les prévis, mais quand il y avait un phénomène compliqué, un cyclone à expliquer, ils rentraient pas dans la base. Et donc, j'ai retroussé mes manches et je me suis documenté. Ça me passionnait. Et un jour, j'ai dit c'est à Étienne Moujotte, et je lui ai dit, tu sais, on devrait faire un magazine météo qui était avec Patrick Lelay, le patron de TF1. Et j'ai dit, ça serait bien. Oh, il me dit, non. Et puis, fais-moi un projet. Je fais un projet, et le projet, il dure pendant 2-3 ans. Et la météo prend de plus en plus d'importance. Et à un moment, c'était au moment du vol de Jean-Luc Chrétien. Moi, j'étais à Moscou. C'était le premier Français dans l'espace. Je reçois Telex à l'époque. Bon, pour vous, il n'y a pas de téléphone. Attends, c'était chez Ulysse Gosset. Il disait, voilà, ça y est, banco, on démarre la météo au début juillet. Génial. Voilà. Et donc, un magazine consacré à la météo pendant 10 minutes, où on démontait scientifiquement tous les mécanismes. Et donc, il fait les présentateurs. Ah bah oui. J'en finis. Et les présentateurs, moi, je le faisais. Et en plus, j'avais le service scientifique sur les bras. Et puis la météo, c'est tous les jours. Et ça change. Matin, midi et soir. Et donc, j'aurais soufflé. Et donc, j'ai cherché les gens. Ben, je me suis retourné. Personne. Les gens qui présentaient la météo étaient considérés comme des moins que rien. Ah non. C'était la voie de garage. C'était la voie de garage. Tu vas présenter. C'est comme un flic. Carrefour. Bien sûr. Là, c'est ça. Hein, Carrefour. Là, c'est. T'es pas content? Journaliste, météo. C'est ça. D'accord. Et donc, j'ai recruté, j'ai fait le tour de la rédaction, parce qu'il fallait recruter, pas embaucher, mais recruter en interne. Ouais. C'est ça la difficulté. Donc, il y a eu Isabelle Perriot, qui était au desk, une petite blonde du desk, qui avait la trouille. Elle a eu la trouille de sa vie quand j'ai mis à l'antenne, puis après, c'est bien débrouillé. Il y a eu Vincenti, il y a eu Fabrice Collaro, le neveu de Stéphane. Ah bon? C'est drôle, ça. Et que j'ai utilisé pour Club Science. C'est comme ça que j'ai commencé à le faire travailler, Fabrice. Monsieur Collaro qui est parti à Saint-Martin, si je ne me trompe pas. Très tranquille. Voilà, mais là, c'est le neveu. Moi, le fils, oui, il vit entre Boulogne et Saint-Martin. Là, on parle du réchauffement climatique. Est-ce qu'on va falloir s'inquiéter à un moment, Michel Chevalet, vous qui connaissez par cœur la météo? Ah ben non, c'est inquiétant. Ouais. Oui, regardez, ça change dans ce qu'on... On a parlé réchauffement climatique. Par moment, j'ai l'impression qu'on en met un peu une couche pour un peu politiquement affoler les gens et faire les décisions. Attention, catastrophiste. Mais ça change le langage. Le langage aujourd'hui, on parle de changement climatique. On ne parle plus de réchauffement. Le réchauffement est l'une des composantes. Vous apercevez, vous, comme tous les citoyens, que ça ne tourne plus rond comme avant. Oui, c'est plus la même chose. Ouais. Regardez, on a des bouffées de chaleur très tôt. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je ne disais pas. On a des tempêtes, oui, mais les tempêtes très tôt et violentes. Et les tempêtes sont beaucoup plus violentes. Il n'y a pas plus de cyclones. Il faut faire très attention à nos jugements. Attention, il faut bien... c'est important. Voilà. Donc, et les glaciers reculent et fondent très vite. Les choses évoluent très vite. Quand vous voyez la mer de glace, mais c'est désolant, ça fait peur. Eh bien, ça fond très, très, très vite. Donc, on a, si vous voulez, changement dans la circulation des masses d'air, changement dans la circulation océanique, avec réchauffement des océans. Voilà.
mais le réchauffement n'est qu'une des composantes. Alors évidemment, Michel Chevalet, Guignol. Ah, vous avez eu votre période Guignol. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est exceptionnel parce que quand on a sa marionnette au Guignol, c'est très beau. Voilà. Regardez. Là, Oui. voilà. Il y avait un... Vous l'avez bien pris, ça, votre marionnette au Guignol? Je l'ai gardée. Alors, vous l'avez? Mais oui, je l'ai dans mon bureau à Boulogne. Mais alors, malheureusement, elle est un peu mitée. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment vieilli, oui, parce que le latex qui est utilisé est pas stable. D'accord. Et la peau pèle beaucoup. Elle est mitée, quoi, si vous voulez. Mais il faudrait que je me demande... Vous l'avez bien vécu, cette période Guignol? Parce que des fois, c'est compliqué à vivre quand on est... Ah non, pas du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal vécu, la période des Guignols. Oui, il y a pas mal de personnalités qui disaient ouais, c'était un peu dur. Alors, c'était plus pour les enfants. Non, il y a eu le bébé de show qui était très dur. Oula. Vous en avez souffert? Non, moi c'était toujours... Mais le bébé de show, vous en avez souffert, vous? Non, je connaissais. Non, mais je disais, les marionnettes qui étaient utilisées au show, c'était des fois très très dur pour les gens. Hein. Mitterrand, la grenouille, bien sûr, Rocard, Corbeau, c'était très dur. Hein. C'était une époque formidable. Hein. Aujourd'hui, on ne pourra plus le faire. Hein. Alors, vous êtes parti partout, cher Michel Chevalet, et vous avez même emmené Gilbert Bécaud, si je ne me trompe pas. Ah. Alors là, j'ai une photo de vous avec une fusée. C'est une photo où vous êtes d'ailleurs très heureux, on le voit. Hein, c'est le petit modèle le petit modèle réduit. Voilà. Et juste après, vous allez découvrir une très belle photo d'Eddie Barclay qui part à Saint-Tropez avec Michel Chevalet dans une espèce de voiture, la première voiture qui permettait de faire des réceptions, c'est ça En direct, voilà. Ouais. Vous vous rendez compte, c'était l'époque des débuts de la réception satellite en direct. Et donc, on avait je fais inventer. Alors, avec Eddie Barclay voulait toujours être le premier à avoir le meilleur. Ouais, pour éblouir les copains. Il ne connaissait rien à la technique. Alors, un jour, je me fais appeler par Jeannette, son assistante. « Oh, M. Chevalet, M. Barclay vient d'inviter à déjeuner. » Quand le déjeuner, ça durait 4 heures. Hein. Ouais. Il y avait Colaro, Carlo, toute la bande qui était là, la bande de copains. Donc moi, j'ai des boules là-dedans, c'était pas mon univers. Puis il me dit, Michel, moi, je vois que tu fais, parce que je commençais à faire la météo. Oh, je peux pas avoir la photo de la Terre comme ça chez moi. Oui, mais attends, si vous voulez des antennes et des trucs. Pas à Paris, mais à Saint-Tropez. Et donc j'ai installé la première réception de Météosat. Il voulait les images de la Terre. Ouais. Il voulait que Kersozon fasse la météo devant ses amis avec la Terre en direct. Ah, d'accord. Il avait à la villa, à Saint-Tropez, la Terre, le satellite, Météosat, envoie les images en permanence. Et on voyait les nuages, on voyait les trucs. Vous voyez. Et donc, là, les copains, on veut ça. Et donc, on avait fait un modèle. On se baladait sur le port, on avait monté ça sur un kart avec l'antenne. Et il recevait, voilà. Vous êtes aussi promené avec Jean-Louis Aubert. Où est-ce que vous l'avez emmené? C'était en... J'ai pas le nom du pays. On est sur la plage à côté de Kourou, en Guyane. Ah, voilà, en Guyane, en fait, il allait faire un concert, Jean-Louis, on était dans le même avion. D'accord. Alors à l'époque, il est 740. Ah, donc vous l'avez pas du tout emmené. C'est juste que vous êtes retrouvé comme après, je l'ai emmené, mais non. Ah, d'accord. Mais après, il n'avait jamais vu une fusée de près. Ouais. Et donc, on a sympathisé. Et puis, j'ai dit, parce que c'est un peu ma jeunesse, hein, et je lui ai dit, tu veux voir Ariane? Ben, moi, je viens pour un lancement d'Ariane 5. OK, viens avec moi. Énorme. Et donc, voilà, comme j'ai fait avec Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, évidemment, c'est la photo suivante, où là, il y a tout le monde. Hein, et vous allez voir, c'est vraiment énorme. Une fusée, c'est très, très grand. On dirait une fourmi sur cette photo. Regardez, voilà. Michel Chevalet et Gilbert Bécaud, hein, qu'on voit, mais vraiment, il faut avoir l'œil. Hein. Il est juste à côté de vous, si je ne me trompe pas. Oui, Gilbert, il était entre le patron, là, un chemise bleue, qui était le patron de Kourou, et puis moi, chemise de bagnard, chemise rayée. Voilà, chemise rayée, il est en blanc. Gilbert m'avait dit, à la fin de l'Olympia, il était très malade, il avait son cancer. Il me dit, tonton, il m'appelait tonton. On s'estimait, moi c'est ma jeunesse. Et il me dit, tu vois, je sens que je suis à la fin, mais je voudrais aller voir une fusée partir. Ça me fait rêver. Ah, c'est marrant, c'était une de ses dernières demandes. Ça, à l'Olympia. Incroyable. Dans la loge. Et je lui dis, OK, je monte ça. Donc, avec la complicité des copains du CNES et de l'Agence spatiale européenne, donc on lui a payé le voyage et il a assisté au lancement. On a fait toute une visite de la base. Ah, d'accord. Voilà, c'était son rêve. Il devait être super content. Il est mort 3 mois après. D'accord, incroyable. Voilà, c'était l'un de ses derniers souhaits. Je suis content de l'avoir fait. Vous aimeriez, vous, aller dans l'espace, Michel? Est-ce que vous avez tenté une fois?
Est-ce que vous avez... parce que ça coûte cher. Non, oui, ça coûte cher d'abord, 80 millions de dollars. Ouais. Bon. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais bon, j'ai été pressenti pour y aller. Ah bon? Oui. Alors, comment ça s'est fait? Alors, c'est le truc... Bon, c'était mon rêve, évidemment. Ouais. Moi, j'ai donné le goût aux gens, le goût de l'espace. Bien sûr, ouais. Bon. Et c'est venu de la façon suivante. Il y avait une vidéotransmission entre mon copain Michel Tonini, qui était dans l'espace, et le président François Mitterrand, qui voulait faire une liaison. Ouais. Et donc, alors, on amène les médias, la télé, j'étais là pour TF1. Mitterrand fait la liaison, ça se passe très bien, puis au bout de 5 minutes, visiblement, il était très fatigué. Il se lève, il dit au revoir à Michel Tonini, et il dit « Je vais vous laisser avec vos quotas. Vous connaissez Michel Chevalet ?» Il dit « Oui, moi je le salue. Bon, Monsieur Chevalet, prenez ma place. » Président, c'est le fauteuil. Ouais. Non, prenez ma place et puis parlez à votre ami. Donc moi, je continue la transmission. Je reviens, le président était resté, et il était avec Frédéric Dallès du CNES, et puis Hubert Curien, le ministre de la Recherche, je ne sais pas pourquoi. Et puis, à la fin, je rends l'antenne, et le président de la République, il se tourne vers le ministre, Hubert Curien, et lui dit « Monsieur le ministre, vous voit, monsieur le ministre, notre jeune ami pourrait-il aller dans l'espace ?» Alors Hubert Curien dit « Oui, je pense qu'il a des capacités physiques, intellectuelles. Que faudrait-il qu'il fasse, monsieur ?» C'est très cérémonieux. D'accord, oui, bien sûr. Il dit il faudrait qu'il aille 1 an à la Cité des Étoiles, l'entraînement. Il faudra qu'il apprenne le russe en 3 mois. Ça, c'est compliqué. Bon, il fera un peu de centrifugeuse, mais je pense que tout ça. Bon, eh bien, écoutez, combien cela va-t-il nous coûter? Puis on va s'arrêter là. 80 millions de dollars, c'est le prix de l'entraînement, Michel. Bon, monsieur le ministre, faites le nécessaire. Bon, moi j'étais là, je ne l'ouvrais pas. Et là, j'étais satellisé. Ah bah là, j'y étais, là. Mais alors pourquoi, alors, vous ne l'avez pas fait? Mais pourquoi? Mais parce qu'après, le président est mort 3 mois après. Ah, mince! Et voilà. Ah, sinon, vous alliez dans l'espace. Michel, on en apprend tous les jours avec vous. Allez, les questions cash, c'est parti. Ah là, on aurait pu vous emmener dans l'espace. Allez, quand on s'appelle Michel Chevalet, on a gagné combien au maximum de sa carrière? Je pense que c'était TF1, là où ça vraiment c'était le jackpot, je me trompe? Non, faites très attention. Moi, j'étais rédacteur en chef. Mais c'est pas vrai. Les présentateurs étaient très bien payés. D'accord. Mais moi, j'étais salarié avec un bon salaire, mais point final. Mais pas du tout des milliers et des cents. D'accord, ok. Non. Et je n'ai jamais fait de participer à des publicités ou des choses comme ça. Vous n'avez pas fait, resté dans mon rôle de journaliste. Je faisais quelques conférences, des animations avec le ministère de la Recherche, mais c'est tout. Vous avez une bonne retraite aujourd'hui, Michel? Moyenne, la moitié de mon salaire. Ah oui, qui était de combien votre salaire? Non, ça, je vous dirais pas. Ah, d'accord. C'est Joker. Non, mais c'est un... Dans les 3 000 € à peu près, ça? Dans les 3 000 € de retraite? Plus, un petit peu plus. 4 000 € de retraite? Ouais, 4, 5. Bon, 5 000 € de retraite. Vous trouvez ça moyen par rapport à ce que vous avez fait? Oui, enfin, bon, on n'en a jamais assez, si vous voulez, mais enfin, disons qu'on vit normalement et bien. Hein. Oui, avec 5 000 € on vit bien quand même. Bah, par rapport à ce qu'ont des gens, oui. Terrible. Mais pour vous, c'est moyen par rapport à votre train de vie, quoi, on va dire. Ah bah c'est un autre train de vie, on met la pédale douce, ce qui est normal, il faut réapprendre autrement, ce qui est normal. L'émission de télé où vous êtes embrouillé hors antenne avec quelqu'un, est-ce que ça vous est arrivé, ça? Hors antenne? Ouais. En antenne, non, jamais. D'accord. En antenne, j'ai pas souvenir. Brouillé avec quelqu'un. Quelqu'un qui avait peut-être des divergences d'opinion avec vous, qui vous l'a fait savoir sur quelque chose de scientifique, je sais pas. Ah. Rien. Si? Ah. Vous pensez à quelque chose? Vous devez savoir. Ah non, pas du tout, je vous pose la question. Moi, je gratte. Je vous connais, vous avez toujours une idée derrière la tête. Ah non, pas du tout, j'ai là rien derrière la tête. Non, des divergences avec des gens, bien sûr, on sait ce qui est normal, mais... La fois où vous auriez pu aller en prison, une bêtise que vous avez faite quand vous étiez petit, ou plus tard? J'ai failli aller en prison. Non, je vous pose la question, hein, c'est des questions. Hein, vous inquiétez pas, je vous incrimine pas. Non, je vais découvrir que j'ai failli aller en tôle. Avec vous? Non. La dernière fois que vous avez eu des nouvelles de Dorothée, c'était il y a combien de temps? La dernière, c'est quand j'ai participé donc il y a quelques mois. À l'émission. Après, on s'est téléphoné. D'accord, ok, donc c'est plus récent que ça, en fait. Et puis, on doit faire un déjeuner. On s'est promis de se faire de temps en temps un déjeuner de copains. Oh, sympa. Oui. Le jour où vous êtes embrouillé avec elle, est-ce qu'il y en a eu un?
Avec Dodo? Ah non, Ouais, jamais. Jamais. Dodo. Ah, jamais. Ah, C'est marrant, ça me fait rire. bah, Dodo. non, pas Dodo. Qu'est-ce que vous pensez du choix d'Aya Nakamura pour représenter la France aux Jeux Olympiques? Michel Chevalet. J'ai pas d'opinion, si vous voulez arrêter. Je me méfie, j'essaye de dépassionner les choses. Bon, c'est pas ma tasse de thé en tant que chanteuse. Carrément. Bon, c'est marrant, ça m'étonne pas. Je vais vous dire, je suis encore resté à Yves Horner pendant que vous y êtes. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah bah ça va vous faire drôle. Gilbert Bécaud. Oui, bien sûr. Grand ami. Oui, Michel. Vous êtes très ami avec Sacha Distel. Oui, il va pas falloir mettre la télé au JO. Vous allez être étonné. Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais qu'on l'ait choisi, pourquoi pas. Ça me, j'ai pas de prérogative. Oui, pas du tout. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous disparaîtrez? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Bah, j'ai juste une chose, je crois, me fait une vie passionnante. Mais j'ai réalisé à peu près tous mes rêves. J'ai tout fait. Sauf aller dans l'espace, ça vous savez maintenant. Bon. Simplement que j'ai donné... Je reprends la phrase pour clore de Bertrand Piccard. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, que ça vous surprend, mais à la télé suisse. Nul n'est prophète dans son pays, avec Bertrand Piccard. On est très amis. Et je l'ai mis en tête de mon livre, cette phrase de Bertrand Piccard. Retenez-la bien, parce qu'elle dit tout. Pour changer la société, il faut changer les hommes. Et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. On le voit bien actuellement dans le monde politique. Ben moi, j'ai donné envie à Madame Michu, comme l'on dit, à Monsieur Tout-le-Monde, de s'intéresser à la science, alors que c'est trop compliqué, je n'y comprends rien. Leur donner envie. Je ne prétends pas leur apprendre quelque chose, mais leur donner envie de s'intéresser à la science. Là, je vous ai donné envie de m'écouter. Et ça marche. Si j'avais une petite baguette magique et je pouvais vous faire repartager un petit moment avec votre femme Josiane qui nous a quittés, vous lui diriez quoi, Michel? Merci. Merci pour les moments que j'ai passés avec toi. On se quitte là-dessus. Merci Michel pour ce moment qu'on a passé ensemble. Mais c'était un grand plaisir. À bientôt. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Merci de nous avoir suivis. Chers amis, je vous embrasse. À demain.